Voilà. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux et si nombreuses. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Ludivine, donc, et je suis une femme. Alors je vois vos airs concernés, mais si, je suis une femme. Et j'ai des preuves. D'abord, je porte une robe. Voilà. Ah oui, ça compte. J'ai failli, je devais, mais pour des raisons techniques dessous, passer chez le coiffeur. Très important pour moi pour venir devant vous ce soir. C'est mon côté femme. Et ah si, je sais, j'ai de la poitrine. Voilà, non, de profil c'est mieux. C'est quand même c'est une preuve, quoi. J'ai ce qu'il faut pour vous convaincre. Attendez, j'arrive. Je sais marcher sur une ligne. Hey. Voilà. Donc je suis une femme. Alors j'avais le choix entre faire des tutos make-up sur YouTube ou devenir mannequin. Alors évidemment moi j'ai postulé pour mannequin, hein, rapport marcher sur une ligne. Bon, j'ai eu une réponse négative, je ne vous cache pas, qui se justifiait de la sorte. Vous comprenez, nous avons des... Bref, vous avez quelques kilos en trop. Quelques kilos en trop. Moi, quelques kilos en trop? Non mais de qui se moque-t-on? J'ai pas quelques kilos en trop, ok? Je suis obèse, c'est pas pareil. Non mais l'obésité, ça fait que non seulement je suis pas mannequin, mais en plus, je suis 8 fois plus discriminée quand je recherche un emploi, alors que les hommes obèses, c'est 3 fois plus. Et que mon médecin peut mal me diagnostiquer parce qu'il croit que tout est de la faute de mon poids et passe à côté de ma maladie. Également, il y a plein de choses qui ne sont pas faites pour moi, les sièges d'avion à Paris, les sièges de cinéma, les tables médicales aussi. Non, c'est une vraie maladie qui a des origines multifactorielles. C'est pas seulement avoir envie de manger, ça multifactoriel, c'est très complexe. D'ailleurs, Daria Marx en parle très bien. Elle a créé le groupe Le Gras Politique, justement pour en parler de manière politique. Et elle a sorti un livre, Pourquoi gros n'est pas un gros mot. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Daria Marx, respect. En plus, elle est féministe. Mais ça me fait penser que je vais parler pendant 1h30 là, devant vous, sans manger. Je sais pas si je vais y arriver. Alors j'ai tout prévu. Au cas où, un petit encas. Juste au cas où. Ah oui. Je sais pas si en fait je vais pas manger tout de suite. Non, je vais attendre. Quoique... Non, je vais attendre. Non, je vais attendre parce que ça se trouve, j'ai avoir faim tout à l'heure. Donc, voilà. Hop. Voilà. Pour éviter la tentation. Alors, si je suis comme ça, attirée par les beignets au chocolat, c'est pas parce que je suis une femme et que je change tout le temps d'avis. Non. C'est pas parce que je suis grosse et que donc, forcément, je sais pas résister au sucre. Eh ben non, parce que figurez-vous que c'est une prescription du docteur. Absolument. Eh oui. Parce que j'ai autre chose à vous dire ce soir, mesdames et messieurs. Je suis bipolaire. Alors ne partez pas, ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est bien une maladie mentale. Effectivement, le mot est lâché. Mais ce n'est pas contagieux. Donc le premier rang, là, si je vous postillonne dessus, on ne sait jamais, ça peut arriver, vous n'allez pas vous mettre à rire, à pleurer, comme ça, sans aucune raison. Ne vous inquiétez pas. Restez avec moi ce soir, mesdames et messieurs. En fait, c'est un peu de ça dont je vais vous parler ce soir. C'est de comment, en vivant ma vie de femme, obèse, bipolaire, j'ai rencontré le féminisme. Et comment ça m'a permis de comprendre que tout ce que je traversais comme épreuve, mes échecs, les injustices, c'était pas un problème personnel. C'était pas moi le problème. C'est juste que je me trouvais au croisement de deux oppressions. Le sexisme. Donc le sexisme, c'est le système dans lequel les hommes, en tant que classe sociale, oppriment les femmes en tant que classe sociale. Et la psychophobie. Donc le rejet par les gens normaux, des gens qui sont classifiés comme anormaux au niveau psychiatrique. Et en fait, le féminisme m'a donné des outils pour m'en sortir. C'est-à-dire que d'être une victime, je suis devenue agissante.
J'avais du pouvoir sur ça, et c'est ce qui me permet de prendre la parole ce soir devant vous aussi. Voilà ce dont je vais vous parler ce soir. Alors tout ça, évidemment, ça commence très tôt, hein, parce qu'être une jeune fille, etc., ça commence tout petite. Et moi, comme tout le monde, je cherchais dans la fiction un alter ego, une héroïne à laquelle m'identifier. Alors si vous voulez une héroïne obèse, bipolaire, j'ai pas trouvé. Non. C'est que, arrivé à l'âge adulte, je me suis rendu compte qu'un de mes héros d'adolescence remplissait au moins un des critères. Et ce héros, c'est Harry Potter. Et oui, c'est peut-être vous aussi votre héros, parce que ça a touché quand même pas mal de monde cette histoire. Hein. On a plusieurs millions de livres vendus. Voilà. Plusieurs millions de livres vendus à travers le monde. Cette saga de 7 tomes écrite par J.K. Rowling, une femme qui était au chômage, qui était dans la dèche, grave, et qui a rencontré le succès planétaire et qui maintenant est millionnaire. Et donc Harry Potter, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui connaissent? Oui. Oui, quand même. Il y en a qui ne connaissent pas. Allez, dites-le sans honte. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on ne vous en voudra pas. Alors, il y a au moins une personne, donc je vais expliquer. Voilà. Donc, Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune orphelin qui vit chez son oncle et sa tante qui le maltraitent. Ils ne le nourrissent pas assez, il fait toutes les corvées, ils le traitent de nul, son cousin le tape, ils veulent le mettre dans un internat pour délinquants alors qu'il n'a rien fait. Et à 11 ans, alors qu'il a une vie misérable, il découvre qu'il a un sorcier, qu'il a des pouvoirs magiques. Ah, ça fait peur, hein. Et il va rentrer dans une école de sorciers. Donc, et il a même des sous sur un compte en banque, ce qui ne gâche rien. Donc, il va aller dans cette école de sorciers, se faire des amis, et aussi rencontrer, c'est ça qui fait qu'il y a une histoire, un ennemi, mais terrifiant, tellement terrifiant qu'on ne dit pas son nom, on l'appelle celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ou tu sais qui. Bon, moi je vais dire son nom ce soir, c'est Voldemort. Voilà l'histoire d'Harry Potter, et il va nous accompagner ce soir. Mais même si donc je me suis trouvé un alter ego masculin dans la fiction, je n'en suis pas moins restée une femme. Alors être une femme, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est pas seulement une identité féminine, une identité d'être une petite fille, quoi, dans un corps féminin. Ça, c'est ce qu'on m'a dit depuis que je suis née. Oh, la jolie petite fille, oh, elle est mignonne la petite fille, qu'elle est douce la petite fille. À 3 ans, j'avais compris, hein. J'étais une fille. Hein. C'était très important pour moi, ça l'est toujours d'ailleurs. C'est mon identité et je ne peux rien y changer. Vraiment, j'y tiens, c'est partie de mon identité intrinsèque. Bon, en soi, moi, je dis, être une femme, c'est super! C'est pas le problème. Mais ce qui est moins super, c'est ce qui est arrivé après. Et là, je m'en suis rendu compte, à 9 ans, en CM1, je me suis rendu compte qu'être une fille, une femme, c'est qu'il y a des choses qu'on doit faire, des injonctions, et des choses qu'on ne peut pas faire. Comment ça m'est arrivé? Tout simplement, moi je venais de Strasbourg. Grande ville, vert d'esprit, bio, école Rudolf Steiner. Voilà, on avait des cahiers avec des grandes pages blanches que les parents faisaient eux-mêmes avant la rentrée. L'école avait des machines à faire les cahiers. Voilà, c'était génial avec des intercalaires pour que les dessins ne tâchent pas. On pouvait voilà, écrire comme on voulait. On courait dans la cour, on jouait aux gendarmes et aux voleurs avec les garçons et les filles mélangées, c'était génial. Et en milieu d'année, bam, je déménage en Normandie, j'arrive dans un bled de 4000 habitants. Et là, j'ai des cahiers avec des traits qu'il ne faut pas dépasser. Hein. Et dans la cour de récré, c'est pareil. Il y a des traits imaginaires qu'il ne faut pas dépasser. Il y a les garçons qui prennent tout le centre de la cour de récré pour jouer au foot. Et les filles qui sont coincées contre le mur hein, à jouer à l'élastique ou à la marelle. Bien sur place. Quoi. Sauf que moi, j'avais l'habitude de courir en récré. À 9 ans, j'avais besoin de me dépenser. J'étais hyper studieuse en cours, mais la récré, c'était pour s'amuser. J'avais envie de taper dans le ballon, passer la balle, crier, quoi. Une enfant, c'est normal. Alors j'y suis allée. Bah ouais. Ça se faisait dans mon école d'avant. Les mecs m'ont dit,
Non, mais t'es une fille, hein. Les filles, ça joue pas au foot, hein. Puis de toute façon, tu sais pas jouer, donc non, t'es nulle. Dégage! Ils m'ont même poussé, certains. Et les autres, en tous les cas, m'ont pas passé la balle. Hein. Donc j'ai bien compris où était ma place. Sur le côté, avec les autres filles. Et que j'aurais pas le droit de jouer au foot. C'était que la première fois. Mais je m'en souviens très bien. Mais c'est rien tout ça, parce qu'arrive après la période bénie de l'adolescence. Mais oui, alors l'adolescence, qu'est-ce que c'est pour une jeune fille qui devient une jeune femme? Ben, le marqueur principal, c'est d'avoir ses règles. Bah oui, ses règles. Les douches, les ragnagnas, les Anglais débarquent, hein, être indisposé, les menstruations. Bref, du sang qui coule entre les cuisses des jeunes filles. Et là, tout le monde fait berk. Et pourquoi berk? À la télé, dans les films, là, Tarantino, on voit du sang gicler comme ça dérange personne, personne fait berk. Et là, c'est tellement tabou que sur les pubs à la télé, le sang des serviettes hygiéniques, il est bleu. Complètement tabou. Nous, entre nous, on se surveillait pour que surtout on n'ait pas une tache aux fesses, pour pas que ça se sache, pas que ça se voit, pas que ça se dise. On mettait en plus des sweats autour de la taille pour bien cacher qu'éventuellement on ait une tache, ça se verra pas quand même. C'est incroyable, c'est le symbole le plus marquant qu'on devienne femme, et c'est c'est tabou. Puis il n'y a pas que ça. Il y a un autre marqueur secondaire sexuel, c'est l'arrivée des poils. Ah oui, les poils. C'est pareil. Hop, on rase, on élimine, on cache. Tout ce qui fait qu'on devient une femme, il faut le cacher. Moi, j'ai pas eu le choix. Hein. Si j'arrivais au collège avec mes poils aux pattes, mais tout le collège m'aurait traité de singe. Il n'y a pas photo, quoi. J'ai une copine à qui c'est arrivé. Donc, ma mère m'a offert un épilateur électrique. Ça fait mal. Ça vous arrache les poils un par un jusqu'à la racine du bulbe là. Mais en fait c'est une mutilation de la peau ce truc. Hein. J'ai tenu 2 ans. Après je passe au rasoir. Puis là comme vous pouvez le voir, j'ai changé de style. Mais ça m'a pris des années à me déconstruire toutes ces injonctions que j'avais apprises à l'adolescence. Il y a autre chose qui pousse à l'adolescence. La poitrine. Le fameux bonnet A. Ouh là là, il faut cacher ça, mon Dieu, ça bloblote. Incroyable. Alors moi, j'étais en sport en train de faire un 100 mètres en extérieur. Et ça s'est mis à blobloter, à blobloter. Tous les mecs se sont foutus de ma gueule. Ah, la dessin. Ben oui, je deviens une femme. Et ben, je suis rentrée chez moi, j'ai demandé un soutif. Souvenez-vous, mesdames, la première fois que vous avez mis un soutien-gorge, parce que maintenant vous êtes habitués. Souvenez-vous comment ça sert. Quand on n'est pas habitué, comment c'est désagréable. Non mais vraiment, il y a plein de gens, hein, il y a plein de femmes, elles rentrent chez elles, le premier truc qu'elles font, elles enlèvent le soutif. Bon, moi ça y est, c'est pareil, ça j'ai poubelle. Hein. Ah non, je suis féministe, hein, rappelez-vous, attention. Je vais remplir tous les clichés. Donc les seins qui poussent, qu'il faut harnacher, cacher, surtout qu'on ne voit pas les tétons, hein, pour ça qu'il y a des bonnets rembourrés là, qu'on ait toute la même forme de poitrine, pas de mettre de décolleté non plus, et puis ça va plus loin parce que ça va jusqu'aux manières de se déplacer et de s'asseoir. Donc quand on met une robe, une jupe, donc on doit s'asseoir bien droite, les cuisses bien serrées, voilà. Toute gracieuse, bien sûr. Voilà. Et quand on marche, donc on marche un pied devant l'autre. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire mannequin d'ailleurs. C'est pour vous dire à quel point j'ai intériorisé, comme de très nombreuses femmes, des injonctions qui allaient dans mon corps, quoi. Enfin, je veux dire, être une femme, c'est des choses, ça n'a rien à voir avec la biologie, la manière de marcher. Pourtant, je les ai intégrées. C'est comme ça que je devais être. Sinon, je me faisais reprendre. Bon, en l'occurrence, par ma mère. Mais Et tout ça, c'est rien. C'est rien parce que, arrivé à 12 ans, j'ai aussi compris que devenir une femme, c'était devenir la proie des agresseurs sexuels. En effet, je voyais mes copines, là. Il y avait un mec dans ma classe qui avait redoublé 2 fois. J'avais 12 ans, il en avait 14, une baraque. Il
tapait les mecs et il touchait les seins des jeunes filles. C'est des agressions sexuelles. Et elle, je les voyais, elle réagissait pas. Au mieux, elle rigolait bêtement. Je me disais, mais elles sont connes ou quoi? Enfin, pourquoi elles réagissent pas? Qu'elles l'envoient balader. Ah oui, je me disais ça. Jusqu'au jour où j'ai compris. Le jour où j'étais seule dans un couloir pendant la récré, tout le monde était dehors. Il s'est avancé vers moi. Il a mis ses grosses pattes dégueulasses sur ma petite poitrine. Et moi, j'étais coincée contre le mur. Ben, j'ai rigolé bêtement. J'étais pétrifiée. Et j'ai eu tellement honte, je me suis sentie salie, que j'en ai pas parlé pendant 18 ans. Ni à ma mère, ni à mes copines. Vous pouvez vous dire, c'est 3 fois rien. Ben, pourtant, moi, je me suis sentie vraiment mal, vraiment sale, et je me suis tue. Alors j'imagine ce que ça peut être pour les victimes de viol. C'est autrement plus grave. Et aussi, il y a une psychiatre spécialisée en victimologie et traumatologie, Muriel Salmona, vous pouvez la trouver sur Internet, qui explique très bien l'état de sidération de la plupart des victimes de viol, qui font que, en fait, elles voudraient fuir. Il y a les hormones du cerveau pour la fuite qui se mettent en branle, sauf qu'elles sont tellement tétanisées par la peur que leur agresseur leur fasse plus mal que ce qu'il voulait leur faire initialement si elles se débattent, que ça fait un choc. Et elles sont pétrifiées, elles sortent même de leur corps, elles n'ont pas les souvenirs clairs, etc. Donc en fait, quand elles témoignent, si leurs souvenirs ne sont pas clairs, c'est plus la preuve d'un choc que d'un mensonge de leur part. Muriel Salmona, elle en voit tout le temps, c'est son boulot. Ça fait plus de 10 ans qu'elle suit des victimes de viol et qu'elle les aide à se reconstruire, à reconstruire leur mémoire. Elle a écrit des recommandations qu'elle a donné au secrétariat aux droits des femmes de Marlène Schiappa en octobre 2017. Et notamment, elle disait qu'il fallait absolument former tous les professionnels de la santé, du judiciaire, de la police, pour accueillir la parole des femmes victimes, mais aussi leur demander si elles ont été victimes. Parce qu'en fait, les femmes victimes ne parlent pas, elles sont seulement 20% à le dire, la plupart du temps à des médecins, la plupart du temps à des psychiatres. Mais 20%, c'est rien. Donc il faut former les professionnels à demander systématiquement, notamment par exemple le psychiatre, vous allez voir par rapport à la suite, avez-vous vécu des violences, madame? Voilà les recommandations de Muriel Salmona. Pour en revenir à l'adolescence, on voit clairement, ah, c'est mon point de vue, hein, ce soir c'est mon point de vue, de toute façon, voilà. Donc, on voit clairement qu'il y a un double standard entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. On ne dit pas aux ados, aux mecs, que leur téton c'est obscène, qu'il faut qu'ils se cachent, enfin ils peuvent être torse nu peinard, c'est pas un appel au viol. On leur dit pas que leur poil aux pattes ou aux aisselles c'est sale, c'est dégueulasse. Pourquoi ça l'est sur les jeunes filles? On leur dit pas qu'ils sont moches sans maquillage. Et c'est pareil, ils peuvent faire tous les métiers qu'ils veulent, dans la limite des classes sociales, de race, etc. Mais dans l'imaginaire, tout est possible. Alors que les femmes, elles se cantonnent, c'est l'Observatoire des inégalités qui a sorti un article en 2014, elles se cantonnent dans les métiers aux vertus dites féminines. Métiers de l'administration, du social, de l'aide à la personne et du médical. Et c'est les métiers féminins qui sont les moins, il y a moins de statut, il y a moins de reconnaissance, il y a moins de bons salaires, il y a moins de bonnes conditions de travail. Parce qu'il n'y a pas toute cette lutte ouvrière derrière, il n'y a pas toute cette histoire derrière les milieux masculins, même les métiers durs, il y a un statut, il y a des choses sur lesquelles s'appuie. Je me suis rendu compte de ça en première. Moi, en seconde, j'étais bonne élève, j'avais 14 de moyenne dans mon lycée, et j'avais fait une option sciences de l'ingénieur. Donc ensuite, j'ai voulu passer en première scientifique, option sciences de l'ingénieur. Au lieu de faire biologie, j'allais faire du dessin technique, voilà, plein de choses, des machines, des pneumatiques. Donc j'étais enthousiaste. Je suis arrivée le premier jour. On était 35 élèves. Il y avait une autre jeune femme là au fond de la classe que je ne connaissais pas, qui m'a pas adressé la parole, moi, et 33 garçons. 33 mecs de 16 ans qui faisaient des vannes de cul
qui faisaient des concours de bites entre eux, de savoir qui avait la plus longue, qui se bousculaient, se chamaillaient, se cherchaient des noises. Enfin, une ambiance irrespirable de testostérone. Non mais vraiment, moi j'avais un projet en allant en première scientifique sciences de l'ingénieur. Je voulais ensuite faire une prépa sciences de l'ingénieur, c'est les plus faciles pareil. Et ensuite, je voulais passer les concours d'entrée de l'armée de l'air pour être sous-officier et piloter un avion de chasse. Et ben ouais, moi j'adore la vitesse, comme Harry Potter avec ses balais volants. Donc il y a des balais volants dans Harry Potter. Ils font de la voltige, ils virevoltent, les cheveux au vent, ils vont à fond là. Ben pareil, moi je voulais piloter un Alpha Jet ou un Rafale. Voilà, tenir le manche là, tirer dessus là, envoyer léger. Il n'y a pas que les mecs qui peuvent le faire. C'est pas possible. Sauf que le soir même, je suis allée voir le directeur et je lui ai dit que je voulais changer de classe. Je voulais rentrer dans une classe de bio, normale, avec 50% de filles, 50% de garçons, une atmosphère beaucoup plus détendue. Bah oui, même si j'avais ce rêve-là, j'allais pas me les coltiner pendant 2 ans, et ensuite pareil en prépa de maths, et ensuite pareil à l'armée, quoi. Moi, j'ai pas voulu. Vous me direz, bah t'as des cas. Il y a cas, il faut que. Hein. Alors oui, heureusement, il y a des femmes qui le font. Notamment Caroline Aigle, qui porte bien son nom, qui est la première femme donc pilote d'avion de chasse qui allait sur les terrains en guerre. Et elle, sa première mission, c'est en 1999. Moi, à l'époque, on est en 2004. Donc c'est récent quand même. Et heureusement qu'il y a des femmes qui cassent le plafond de verre, qui se battent dans des milieux d'hommes pour ce qu'elles aiment, pour leur passion, pour aller devenir cosmonaute, pour devenir footballeuse, pour réussir. Encore heureux. Mais est-ce que le féminisme, c'est seulement de l'empowerment pour dire aux femmes de se battre, de se battre, de se battre, de se battre? Ou est-ce que c'est aussi pour les femmes qui veulent juste vivre leur vie en paix, sans être agressées? Ben moi, je pense que c'est pour tout le monde. C'est mon féminisme, en tous les cas. Parce que c'est reconnu dans le droit. Créer un milieu hostile par des blagues à caractère sexuel, etc., ou par des affiches, par exemple, si vous avez des casiers dans les usines, imaginez-vous, avec des familles là partout, ben, la femme qui fait de la soudure sur les voitures, elle voit ça tous les jours, c'est reconnu dans la loi comme du harcèlement sexuel. C'est passible de plusieurs années de prison, de milliers d'euros d'amende. C'est reconnu que c'est pas normal d'avoir à subir cette situation. Donc dans la société à laquelle j'aspire en tant que féministe, les femmes n'auraient pas à subir ça. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de femmes qui ne choisissent pas le métier qu'elles veulent, en fait. Pour ne pas subir ce genre d'atmosphère hostile. Alors, je n'ai pas de blague quand je bois, je suis désolée. Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de mes formateurs, ils ne m'ont pas préparé de blague. Délayons la responsabilité. En parlant de féminisme, comment je suis devenue féministe? Ça s'est pas fait en un jour. Et en fait, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé des vidéos sur internet, j'ai lu des livres sérieux, et j'ai parlé à des gens, et à des jantes aussi. Oui, je parle... Moi, je fais l'orthographe inclusif à l'oral. Voilà. Il va falloir vous habituer. Donc, je suis allée rencontrer des féministes. Donc, la première que j'ai rencontrée, c'était une féministe essentialiste. Alors, elle s'appuie donc sur le mouvement psychanalyse et politique, qui était très puissant au sein du mouvement de libération des femmes en 1970. Et je vais vous la présenter. Alors nous estimons, reconnaissons les différences biologiques entre les hommes et les femmes, également les différences psychanalytiques entre les hommes et les femmes, et nous voulons être complémentaires des hommes et surtout pas en concurrence avec eux. Nous voulons l'égalité dans la différence. Ah, l'égalité dans la différence. Alors ce qu'elle a dit, c'est pas tout à fait faux. Hein. Il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, je ne vais pas le nier. Voilà. Après, ça peut vite la pente glissante, cette histoire-là. Hein.
Notamment, pour vous donner un exemple récent, 1er mars 2017, Janusz Korwin-Mikke, non, Janusz Korwin-Mikke, qui porte bien son nom, donc un Polonais qui est eurodéputé, a dit en pleine assemblée, comme ça, de députés européens, les femmes sont plus petites, plus faibles et moins intelligentes que les hommes, il est normal qu'elles soient moins bien payées. Et j'ai appris il y a 2 jours qu'il n'aura aucune sanction pour ces propos. Donc si c'est ça l'égalité dans la différence, je m'en passe très bien. Donc au revoir l'essentialisme. Mais il n'y a pas que l'essentialisme, heureusement. Hein. Il y a aussi le féminisme queer pro-sexe. Pro-sexe, pour le sexe, ça vend du rêve quand même. Hein. Donc je suis allée voir. Alors, elle s'inspire des travaux de Judith Butler, qui a écrit dans le très connu Troubles dans le genre. Alors vous voyez mes lapins, nous on est pour que les travailleuses et les travailleurs du sexe puissent s'organiser ensemble. Vous voyez, qu'on soit autonome, qu'on ne soit pas considérés comme des proxénètes quand on loue une chambre et tout. Enfin, c'est un empowerment des femmes. De toute façon, la prostitution, au moins voilà, dans ce monde, on s'en sort, quoi. C'est pareil pour la pornographie. Puis d'abord, on peut être un homme ou une femme, ou entre les deux, sur une échelle, entre les deux. Enfin, c'est à nous de nous définir, et puis ça peut changer d'un jour à l'autre. C'est à personne d'autre de nous définir. Donc on n'a que des identités de genre, on n'a pas des identités de sexe. Voilà. Eh bien, comment dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, j'entends bien hein, le désir de réformer pour améliorer la sécurité des... Moi j'appelle ça des prostituées, sans vouloir être insultante, hein, mais je préfère ça que le travail du sexe. Parce que pour moi c'est pas un travail, c'est une oppression. Quand on sait que 95% des personnes prostituées, c'est-à-dire des femmes la plupart du temps, hein, 95% sont tenues par des dettes, on a leurs papiers si ce sont des étrangères, on leur a menti, on les a forcées à prendre de la drogue, maintenant elles sont dépendantes. Enfin, dans tous les cas, il y a une dépendance qui fait qu'elles sont assujetties à des réseaux. Il n'y en a que 5% des personnes prostituées qui se disent le faire pour elles-mêmes, quoi. Donc est-ce que pour 5%, on va sacrifier les 95%? Puis la preuve que ça ne marche pas de vouloir, même si ça a l'air d'être une bonne idée comme ça, améliorer les conditions de vie des personnes prostituées, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a légalisé la prostitution en 2002. Mais quelle catastrophe! C'est devenu le bordel de l'Europe. La population de personnes prostituées a doublé, donc les femmes, hein, elles sont passées de 200 000 à 400 000. Et normalement, l'idée, c'était qu'elles puissent cotiser au chômage et aussi qu'elles puissent tout simplement bénéficier de la médecine du travail. Vous savez combien sont inscrites pour bénéficier de tout ça? Sur 400 000. Dites un chiffre. 100 000. Qui dit mieux? 2000. 2000. Ben, je vais vous le dire. 300. Encore moins, c'est 44. Oh 44, c'est pas du foutage de gueule. Ouais. Alors, pour ce qui est de l'identité de sexe ou de genre, ben, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, c'est faire fi de contraintes sociales énormes qui pèsent sur nous. Et en plus, si on peut être un coup une femme, un coup un homme, un coup gender fluide, un coup ni l'un ni l'autre, ce qu'on veut, et changer d'avis d'un jour à l'autre, comment on fait concrètement pour s'organiser en autonomie les femmes, pour s'auto-émanciper de la domination masculine? Ça empêche la lutte collective. Ça devient une performance individuelle. Voilà. C'est plus collectif, c'est individuel. Donc au revoir, queer pro-sexe. Mais c'est pas fini. J'ai rencontré une féministe intersectionnelle. Alors elle s'appuie entre autres hein, sur le travail du black féminisme de Bell Hooks, qui a donc théorisé le croisement entre l'oppression de race, puisque les races n'existent pas, bien sûr, mais l'oppression en vertu duquel on croit qu'il y a des races, elle existe, malheureusement, et de genre, donc le sexisme.
fois-là, nous pensons qu'il faut considérer l'intersectionnalité. Que nous pensons que les facteurs de race, de classe, de genre se renforcent mutuellement. Et nous faisons corps plus avec les hommes noirs qui luttent pour les droits des hommes noirs, et des femmes noires aussi, qu'avec les femmes blanches qui nous méprisent et qui nous n'ont pas associés à elles dans la lutte pour les droits de vote aux États-Unis. Par exemple. Ce qui fait que pour nous, il y a plusieurs féminismes, suivant tout simplement ce que nous pensons et d'où nous vivons et les oppressions que nous subissons. Ah, pas bête ce qu'elle dit. Moi, ça me parle. D'ailleurs, je suis en train de vous parler ce soir de bipolarité et de féminisme. Enfin, voilà, c'est un peu de l'intersectionnalité quelque part. Le problème, c'est que si on va par là, on a un féminisme noir, un féminisme islamique, un féminisme blanc, un féminisme athée, un féminisme protestant, un féminisme catholique. Ça divise la lutte à l'infini. Comment on fait collectif? Ça ne va toujours pas. Heureusement, ce n'était pas fini. Il y a les matérialistes. Matérialistes qui s'appuient, entre autres, sur les travaux de Nicole Claude Mathieu et Paola Tabé, donc sociologue et anthropologue. Nous nous appuyons sur des chiffres, sur des études sociologiques, sur la répartition des tâches ménagères, le nombre de femmes violées, le nombre de femmes tuées, le nombre de femmes battues. Nous voulons changer radicalement la société en nous appuyant sur la politique à partir de choses concrètes et matérielles de la situation des femmes. Nous sommes pour abolir le patriarcat, mais en attendant, nous connaissons la prostitution comme un moyen comme un autre de s'en sortir sous cette domination masculine. Ça partait bien. C'est dommage. Parce que les chiffres et tout, là, moi je suis bien d'accord. Parce que l'essentialisme, l'essence féminine, tout ça, moi j'y crois pas. Par contre, les chiffres concrets de qui fait quoi au sein du couple et qui du coup va avoir une augmentation au boulot, ça me parle beaucoup plus. Par contre, la fin, là, par rapport à la prostitution, vous savez, je vous ai dit qu'il y a 5% de personnes prostituées qui disent qu'elles le font parce qu'elles ont envie. Là, je peux l'entendre. Parce que quand on est dans une oppression, des fois on a besoin de se raconter des histoires pour vivre ce qu'on vit, quoi, au jour le jour, et survivre. Mais ces femmes-là sont 60% à avoir vécu des violences sexuelles en étant mineures, des viols, quoi. Même dans King Kong Theory de Virginie Despentes, qui prône la prostitution comme un travail libre, voilà, et ben elle dit qu'elle a subi un viol quand elle avait 17 ans. Donc en fait, est-ce que la prostitution, ce ne serait pas exploiter la faiblesse, pas la faiblesse, mais la vulnérabilité des femmes qui en fait sont fragiles, pas parce que ce sont des femmes, mais parce qu'elles ont subi un viol, qu'elles ont subi la domination masculine. Donc on prend ces femmes qui sont fracassées au fond d'elles-mêmes et on les remet sur le marché pour subir encore et encore des viols tarifiés que pour moi la prostitution, puisque sinon elles ne diraient pas oui contre de l'argent. Donc c'est qu'en fait elles ne sont pas d'accord. Et les fracasser encore plus. Les victimes de viol sont 80% à avoir des stress post-traumatiques, des syndromes de stress post-traumatique. Donc 40% des victimes d'un attentat, par exemple. Donc ça ne va toujours pas, je continue à chercher une féministe. Et il y a encore les radicales. Nous sommes féministes radicales car nous voulons arracher le patriarcat à la racine. Pour cela, nous avons une démarche matérialiste. Mais nous nous positionnons contre le système prostitueur et contre la pornographie qui aliène les femmes jusqu'à chez elles à travers ce que regardent leurs conjoints. Nous sommes aussi pour reconnaître l'existence des lesbiennes et voir par leur existence même qu'il y a une contrainte à l'hétérosexualité. Adrienne Rich. Nous nous appuyons sur les travaux de la sociologue, chercheuse au CNRS, Christine Delphi, une Française, et sur la philosophesse Andrea Dworkin, aux USA.
oui. Ah bah oui. Là, ça me parle. Donc, je vais être féministe radicale. Je suis féministe radicale, avec une démarche matérialiste et un soupçon d'intersectionnalité. Petite blague. Vous savez pourquoi, parce qu'on n'est pas loin de Jarnac là, vous savez pourquoi Mitterrand il s'est fait enterrer à Jarnac? Ouais. Vous savez ou pas? Non. Parce qu'il n'a pas trouvé de ville qui s'appelle Jean Cul. Courageux. Parce qu'on est féministe, qu'on n'a pas d'humour, hein. Alors, ce qui est bien dans Harry Potter, c'est qu'il n'y a pas de sexisme. En fait. Bah non, il n'y a pas de petit copain qui viole sa petite copine, Poudlard. Il n'y a pas de main aux fesses. Nickel. Tranquille. Faut que je fasse dans l'autre sens. Ah, j'ai bien un exemple, mais c'est un peu subtil. Vous êtes prêts pour la subtilité? Ouais. C'est le sexisme par le système scolaire. Parce qu'en fait, souvent, on dit aux garçons qui ont des notes passables, bon, c'est parce qu'il fiche rien, quoi. En fait, il est intelligent, s'il voulait se donner la peine, il aurait des super notes, quoi. Et aux jeunes femmes qui ont des super notes parce qu'elles bossent dur, on dit non, mais c'est parce qu'elles travaillent, c'est des bûcheuses, elles sont scolaires. C'est pas parce qu'elles sont intelligentes. Hein. Bah, Harry Potter, il se trouve que dans je crois que c'est le 6e tome, il tombe sur un livre de potions, parce qu'il n'a pas le sien, au fond de la classe, qui est plein d'annotations. Donc, il va suivre ces annotations et faire des potions, mais géniales, quoi, et puis facilement. Et toute l'année, il va tricher comme ça. C'est-à-dire qu'à côté, il y a Hermione Granger, donc c'est sa meilleure amie, qui est super studieuse, super travailleuse, comme vous connaissez, qui suit à la lettre, comme tout le monde, les mêmes recommandations que tout le monde, mais lui, il a un passe-droit, en fait. Il a un truc qui fait que ça marche mieux. Et elle lui dit, mais attention, c'est dangereux, ça se trouve, tu sais pas qui a écrit, ça peut être dangereux. Et effectivement, ça s'avère dangereux, Hermione avait encore raison. Je me demande ce qui serait devenu Harry Potter sans Hermione. Donc là, c'est un peu ce côté-là, le côté scolaire, du sexisme scolaire des profs parfois. Alors oui, Hermione Granger, il faut que je vous parle d'elle quand même. Alors, Harry Potter, il a 2 meilleurs amis, Ron Weasley, dont on ne parlera pas ce soir. Bah non, mais désolé, un homme et une femme, hein, moi je suis pour la parité. Hein. Donc, voilà. Et Hermione Granger, une jeune femme très intelligente, d'origine moldue, c'est-à-dire que ses parents n'étaient pas sorciers, puis elle a lu ce livre. Et alors elle surcompense, quoi. Elle en fait des tonnes, et elle devient la meilleure élève de Poudlard, l'école de magie sorcière. Et là j'ai un trou, donc je vais aller voir mes notes. Vous pouvez répondre au texto de tout à l'heure. Un texto, c'est le réveil. Oui, Hermione Granger, donc elle est intelligente, travailleuse, c'est une bonne amie, elle soutient Harry, courageuse, j'ai une preuve. Dès le tome 1, ils font des 400 coups ensemble, ils s'en sortent et elle lui dit il faudra faire attention la prochaine fois, hein, parce que là, on a failli se faire tuer, ou pire, se faire renvoyer. Donc pour elle, c'est pire se faire renvoyer. Vous voyez, le niveau de courage quand même. Donc voilà. Et puis même, elle est altruiste. Elle s'occupe du sort des elfes de maison. Alors les elfes de maison, c'est des petites créatures magiques comme ça, qui ont une intelligence proche de l'humain, et qui ont des pouvoirs différents. Sauf qu'ils sont complètement ensorcelés par les sorciers, et sont réduits à servir soit une famille, soit l'école de Poudlard, par exemple. Et ils font toutes les tâches ménagères. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de sexisme. Ah ben oui, il n'y a pas de problème de kiffer la vaisselle.
tout, et puis en plus ils sont aliénés, c'est-à-dire qu'ils ont tellement intériorisé que c'était eux de tout faire, les lits, le repassage, la bouffe, la vaisselle, tout, que quand on leur donne un ordre et qu'ils ne le font pas, ils se brûlent eux-mêmes les mains sur la plaque de cuisson, ils se cognent eux-mêmes la tête contre les murs, ils s'insultent de tous les noms. Ça ressemble aux femmes des années 50, mais aux bonnes des années 50, enfin je ne sais pas si c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. En tous les cas, ça dit quelque chose de la société imaginée par J.K. Rowling. Et Hermione Granger, elle trouve ça horrible. Elle vient du monde des Moldus, il n'y a pas de créatures magiques comme ça complètement asservies. Elle essaye absolument de les faire avoir des jours de congé, une paye, enfin des choses basiques. Et elle n'y arrive pas parce qu'ils sont tellement aliénés qu'ils ne veulent rien changer. Et aussi parce que les sorciers s'en fichent complètement. Alors qu'elle, non. Elle s'occupe des autres, elle est altruiste. Franchement, elle est géniale. Alors pourquoi je ne me suis pas identifiée à elle quand j'ai lu Harry Potter? C'est parce que Harry Potter, il a un truc qu'Hermione n'a pas. Et elle ne peut pas... il n'y a pas photo. J'ai un scoop, même pour ceux qui connaissent Harry Potter. Je vais vous dire un truc, vous ne l'avez jamais entendu nulle part. Harry Potter est bipolaire. Si, c'est vrai en plus. Non, mais moi j'ai l'œil, hein, en tant que bipolaire, déjà HP, hôpital psychiatrique, vous voyez. Ça a donné une idée. Donc, non. Puis il y a plein de trucs. En 5e année, il se met dans des colères noires. Il pète des câbles, tous ses amis le fuient, il est imbuvable. Non, c'est vrai. Il dit que c'est pas lui qui a mis son nom pour faire la coupe des 4 maisons, mais moi je sais que c'est lui. Parce qu'il a fait une crise de mégalo, il s'est dit je m'en fous, j'ai pas l'âge légal, mais je suis trop fort, je vais y arriver, puis il a mis son nom, c'est sûr, comme les bipolaires. Carrément. Et puis l'histoire de Harry Potter, c'est quoi? C'est qu'en fait, ses parents étaient résistants contre un mage noir, un sorcier puissant, mais du côté du mal, qui voulait prendre le pouvoir sur les sorciers et les moldus. Et donc, ils résistaient, et bien ce sorcier-là, Voldemort, il les a tués. Il a essayé de tuer Harry. Alors là, il faut que je le fasse. Abada, Kedavra Schlack. Sauf que non. Le sort a ricoché sur Harry et a frappé Voldemort qui a disparu pendant 10 ans et qui malheureusement va réapparaître, Harry va se battre contre lui. Et en attendant, on sait plus tard, attention spoiler, qu'il a un fragment de l'âme de Voldemort dans le front. Et c'est ça qui fait qu'il entend des voix, il comprend le langage des serpents. Et puis il a aussi des visions, des cauchemars dans la nuit où il rêve qu'il est Voldemort, qu'il faut souffrir atrocement. Mais ça, c'est des trucs de bipolaire. Ah. Donc Harry Potter est bipolaire et il ne veut pas se soigner. Il ne veut pas que ça se sache. Et ça, c'est le problème avec les gens bipolaires, c'est que souvent, quand ils sont en période maniaque, ils ne se rendent pas compte du danger. Alors, qu'est-ce que c'est la fameuse bipolarité dont on parle depuis tout à l'heure? Bon. La bipolarité, c'est une maladie mentale, reconnue parmi les 10 plus invalidantes par l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'alternance de phases d'humeur maniaque, de phases d'humeur dépressive, entrecoupées de phases d'humeur dite normale et adaptée. Ça touche 1 à 2% de la population en France, c'est-à-dire de 600 000 à 1 200 000 personnes. Comme c'est une maladie très complexe, c'est dur d'être plus précis. C'est différent des psychoses telles que la schizophrénie qui touche 1% de la population, des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, qui touchent 2 à 3% de la population, et des dépressions qui touchent 10 à 20% de la population en France. Je fais un large panel aussi de maladies mentales, pour vous situer un peu. Ça se déclare la plupart du temps entre 18 et 25 ans. Et je vais vous dire tout de suite ce qu'est une phase maniaque. Alors une phase maniaque, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui se lance dans 1001 projets qui n'aboutiront pas, qui dépense à tire-larigot, qui a une humeur qui peut être très colérique, irritable, ou bien alors c'est une humeur joviale, expansive, un humour déplacé, qui fait des grands gestes théâtraux.
et qui peut avoir des besoins sexuels irrépressibles. Je vous vois faire la tête là, non mais je suis pas en train de faire une crise maniaque. Rassurez-vous, hein. Tout va bien. Hein. Non, je prends des cachets, tout va bien. Je vais vous en parler d'ailleurs, pas de problème. Et alors, en fait, ça peut réellement avoir des problèmes, poser problème à la personne bipolaire. Donc elle se croit pas malade, elle a à fond la forme, elle dort très peu, mais elle est en pleine forme. Mais en fait, ça peut lui poser des problèmes au boulot, par son humeur inadaptée, que ce soit agressive ou joviale. Ça peut lui poser des problèmes dans son couple s'il y a tromperie. Ça peut lui poser des problèmes si elle est chef d'entreprise ou même n'importe qui, si elle dépense des sommes astronomiques dans des projets ubuesques. Donc ça peut poser pas mal de problèmes, la phase maniaque. Le principal étant qu'on ne reconnaît pas qu'on est malade et qu'on ne soigne pas, contrairement à la phase dépressive. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on est en phase dépressive, là, les gens voient bien que vous n'allez pas bien, vous poussent à aller chez le médecin, et heureusement. Mais vous ne dites pas forcément que vous avez eu une phase maniaque avant. Et donc, vous n'êtes pas déclaré bipolaire, vous êtes déclaré dépressif, ce qui n'est pas du tout pareil, ce n'est pas les mêmes médicaments, ça ne se soigne pas pareil. Et donc, il faut en moyenne 8 ans pour être diagnostiqué bipolaire en France, aujourd'hui. Bah, c'est long, 8 ans. Moi, c'était 4. 4, c'est déjà long. Surtout qu'une fois qu'on m'a déclaré, on m'a dit que j'étais bipolaire, j'étais pas sortie de l'auberge pour autant. J'ai oublié de vous dire, c'est important, qu'avec toutes les maladies mentales là, dont je vous ai parlé, 53% des Français ont quelqu'un dans leur entourage qui souffre d'une maladie mentale. Donc ça concerne une personne sur 2 au moins, ne serait-ce qu'en étant un proche. Alors les phase maniaque, comment ça s'est fait pour moi? C'était pas d'être sur scène et de baragouiner. C'est pas ça, une phase maniaque. Ça dure déjà au moins 5 jours d'affilée. Moi, c'est quand j'étais à Toulouse. Je suis venue m'installer là, alors que j'avais aucune racine ni rien. Chercher du boulot, puis en attendant de trouver du boulot, je suis allée en boîte. Je suis allée en boîte de nuit, je rentre à 5 h du mat, je prends ma douche, je vais me coucher, sauf que non, le téléphone sonne. Et j'avais postulé pour être poissonnière dans les Halles. Et ils me disent, oui, on commence à 6 h, vous venez tout de suite. Hop, ni une ni deux, j'y vais. Je bosse de 6 h à 13 h sans faire de pause, sans manger. Et je fais ça pendant 15 jours d'affilée, sans jour de pause. Je mange à peine 2 repas par jour, je fonds. Hein. Alors là, j'ai porté des caisses de glace, des pelletées de glace pour mettre dans les caisses d'abord. Ensuite les poissons, ensuite mettre les poissons. Ensuite j'étais dans mes bottes avec... il faisait froid, il y avait des courants d'air, les bottes elles étaient pleines d'eau glaciale, les mains dans la glace, les mains dans le poisson, sans gants, arracher les entrailles. Enfin, c'était éprouvant comme job. Hein. Et je mangeais très peu, je dormais très peu, j'étais en pleine forme. Je voyais pas le problème. J'ai vu le problème, c'est quand ils m'ont tellement sous-payé au noir que je suis partie. Et j'ai rien trouvé de mieux que de croiser un mec qui vendait des marrons chauds, un gars du voyage, qui m'a dit oui, je vais à Béziers. Ah bah oui, je suis montée dans son camion, je suis allée à Béziers. Super. Donc il m'est arrivé des bricoles là-bas, mais c'est une autre histoire. Et pour vous dire qu'à la même période, j'ai claqué 2 000 € que j'avais pas. Heureusement que ma mère m'a dépannée, enfin m'a sauvé la mise, quoi, parce que sinon je serais fichée à la Banque de France aujourd'hui. Ça, une phase maniaque. Pour ce qui est de la phase bipolaire, alors, la phase bipolaire, n'importe quoi, la phase dépressive. Alors, c'est une humeur triste, plus de goût à rien, plus envie de rien, ni manger, ni voir ses proches, ni de désir sexuel, de l'angoisse, de l'anxiété, dévalorisation, culpabilité, et ça peut être donc des hallucinations auditives et visuelles, bah, pareil pour la phase maniaque, hein, je ne l'ai pas dit mais c'est pareil, ça peut être ça. Et également, malheureusement, parfois, des envies de suicide. Donc, la dépression, le risque le plus grave, c'est le suicide. Hein. Alors comment ça s'est passé pour moi? En fait, quand j'ai commencé, donc je suis tombée malade à 18 ans, ça s'est déclaré à 18 ans. Du coup, j'ai raté, j'étais bonne élève jusque-là, hein, puis après j'ai raté toutes mes études supérieures, quoi. Pour moi, c'était couplé à de fortes angoisses. Donc avant mes
mes partiels, je commençais à plus aller en cours, ensuite je voyais plus mes amis, ensuite je répondais plus au téléphone, ensuite je sortais plus de mon lit, ensuite j'avais plus à manger chez moi, ben, je sortais quand même pas acheter à manger parce que pour sortir acheter à manger, il aurait fallu me laver les cheveux et que c'était un trop gros effort. Bref, bonne ambiance ce soir à Moulidar. Voilà. Mais comme je disais, l'avantage de la dépression, c'est qu'on essaye de se soigner. Donc ma première dépression, c'était à la Toussaint en 2006. J'étais rentrée chez ma mère pour les vacances et elle m'a emmenée chez un médecin généraliste. Il a fait quoi? Dépression, plaque, antidépresseur, rentrez chez vous, prenez les cachets. Pas de suivi, rien. Je lis la notice. Risque accru de suicide dans les premiers temps. Ça m'a fait rire jaune quand même. Hein. Sauf qu'en fait, c'est vrai, ça donne plus la pêche, mais ça n'enlève pas les idées suicidaires au début. Donc il y a un risque accru. Et en fait, il vaut mieux être au courant, notamment l'entourage, pour faire attention à la personne. Parce que la dépression, c'est une vraie maladie, il faut vraiment se soigner. Il y a seulement 25% des dépressions qui sont soignées, d'après Lise Demeilly, Sociologie des troubles mentaux. Or, si ce n'est pas soigné, ensuite, ça se chronicise, ça revient, ça peut engendrer des comportements à risque ou de la dépendance pour masquer la dépression. Donc il vaut mieux soigner une dépression. Mais moi je ne suis pas dépressive, je suis bipolaire. Donc je l'ai su 4 ans plus tard. Alors comment ça s'est passé? Mon psychiatre, hein, puisque donc ça faisait 4 ans que je faisais des dépressions, je voulais un psychiatre. Mon psychiatre qui me dit comme ça, Ludivine, vous êtes bipolaire. Non, non, je ne suis pas malade mentale moi. Je ne suis pas folle, je ne vais pas prendre des cachets toute ma vie. Non, je ne suis pas bipolaire. Et je ne me suis pas soignée. J'ai refusé d'accepter ce diagnostic qui m'a été quand même asséné d'une manière un peu forte. Et j'avais personne à côté de moi pour poser des questions, s'intéresser. Parce qu'il ne m'a pas expliqué ce psychiatre. Mais en fait, si on ne se soigne pas, les phases maniaques et dépressives, elles se déclenchent avec des facteurs de stress de plus en plus petits. Et elles sont de plus en plus fortes. Et même qu'on voit des diminutions du volume de certaines zones du cerveau aux IRM sur des patients bipolaires qui ne se soignent pas au bout de plusieurs années. Donc c'est une vraie maladie, c'est pas juste dans la tête, quoi. Donc moi, en tous les cas, aujourd'hui, je me soigne, je vois et un psychiatre pour les médicaments et un psychologue pour parler, et c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est à prendre au sérieux, parce que je vous ai parlé des dépressions et des envies de suicide, mais il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, par an, il y a 190 000 tentatives de suicide. Et malheureusement, il y en a 13 000 qui aboutissent. Pour lutter contre ça, il faut se soigner. Il faut prévenir. Ça mériterait une bonne blague. Hein. J'ai un trou. C'est mon côté femme. J'ai une petite tête. Oui. C'est ma mère. Forcément, faut que je vous parle de ma mère. Parce que la bipolarité, c'est pas que la personne bipolaire, c'est l'entourage aussi. Il s'en prend plein les dents. Ma mère, vraiment merci à elle, parce qu'elle m'a soutenue alors que j'ai eu des pics de colère, de rage, j'ai été imbuvable. Elle m'a toujours soutenue. C'est dur pour les aidants. Il faut aider les aidants. Comment faire? Si vous êtes un proche de quelqu'un qui est bipolaire ou une autre maladie mentale, il y a des associations de proches. Par exemple, pour la bipolarité, il y a Argos 2001. Donc voilà, je voulais dire un mot quand même sur ces gens-là. Et puis, donc, j'ai foiré mes études. Donc j'ai que le bac. Et je fais des boulots non qualifiés, précaires, mal rémunérés, quand j'en trouve, évidemment. Ce qui fait que je vais me représenter. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir.
Donc, je me présente, je m'appelle Ludivine, je suis une femme, je suis obèse, je suis bipolaire et je suis pauvre. Voilà. C'est dit. Il y a des pauvres dans la salle? Oh là! Ah, c'est prolo ici, hein? Il y a moins de pauvres. Et vous êtes bipolaire? Non, vous n'êtes pas bipolaire, vous êtes sûr? Après tout ce que j'ai dit? Non? Non, vous n'êtes pas bipolaire, d'accord. Bon, donc, en fait, effectivement, même si on prend la fourchette haute de 1 200 000 personnes bipolaires, même plus les autres personnes qui souffrent de maladies mentales, on n'arrive pas aux 5 à 9 millions de personnes pauvres en France aujourd'hui, voilà, selon l'INSEE, suivant les fourchettes qu'on prend, hein, 50 ou 60% du salaire médian, pas la vie. Donc, ça ne fait pas tout. Je veux dire, je ne mets pas tout sur le dos de ma maladie. Mais quand même, c'est plus dur pour les gens qui souffrent d'un handicap. En fait, c'est un handicap au travail, la bipolarité. Déjà, quand vous êtes en période maniaque, vous ne pouvez pas travailler. Quand vous êtes en dépression, vous êtes au fond de votre lit. Mais même quand vous êtes en période normale et adaptée, il y a des gens qui ne vous trouvent pas assez normal. Ma boss, par exemple, quand je travaillais sur un plateau téléphonique. J'ai appris plus tard qu'elle avait dit à toutes mes collègues que Ludivine, elle était un peu... Ça m'étonnait que personne ne me parle. Enfin, c'est une souffrance au travail quand même, d'être toute seule dans votre coin à faire un travail à la chaîne et que personne ne vous parle. Bah oui. C'est ça aussi, hein, la psyphobie. C'est rejeter, voilà, les anormaux, les marginalisés. Ça peut être le cas des docteurs qui définissent la norme, mais ça peut être le cas de tout un chacun aussi. On peut faire ça, nous, dans notre vie. Et puis, dire d'une femme qu'elle est folle, qu'elle est hystérique, qu'elle est névrosée, c'est facile pour la faire taire, faire que les autres s'écartent d'elle et surtout ne fassent pas comme elle. Parce que moi, j'aurais bien voulu à un moment parler de mes conditions de travail avec les autres ouvrières et qu'on se... Voilà, qu'on fasse corps, groupe ensemble et qu'on se batte, quoi. Ben, ça n'a pas été possible, donc ça m'a neutralisé, en fait, cette étiquette de folle. C'était bien pratique pour ma boss. Et ça, c'est une technique qui perdure à travers les âges. Traiter les femmes de folles pour les neutraliser, ça date au minimum du Moyen-Âge, de l'Inquisition. Ah, vous n'étiez pas trop normal? Hop, une sorcière! Sorcière! Et hop, au bûcher! Alors, d'après les dernières estimations, il y a entre 50 000 et 100 000 femmes qui ont été brûlées vives aux États-Unis et en Europe entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle par ce mouvement global de l'Inquisition, autant catholique que protestante. Alors, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais quand même. C'est deux femmes dont on parle, je me rappelle. Et ensuite, à l'époque, on n'était pas à 6 milliards et demi, quoi, sur Terre. Ils étaient quelques millions. Donc, ratio par rapport à la population, ça a dû absolument terroriser toutes les autres femmes. Ils se sont dit, mais je ne fais pas un pet de travers parce que sinon, moi aussi, je m'y retrouve, quoi. Au niveau du contrôle social, c'est quand même absolument la terreur. Et sur des siècles. Alors, en parlant de sorcières, l'Inquisition existe dans Harry Potter. Sauf que c'est beaucoup plus fun. En fait, les sorcières... J'ai encore mis dans le mauvais sens, c'est pas vrai. Les sorcières, elles avaient des sorts pour neutraliser les flammes, les vraies sorcières. Et du coup, elles se faisaient attraper pour aller au bûcher plusieurs fois pour... ça leur faisait des guillis, quoi. Voilà. C'est gentil, Harry Potter, c'est pour enfants. Hein. Voilà, c'est mignon. Mais quand même, les sorciers dans Harry Potter, ils ont compris que les moldus, ils ne voulaient pas d'eux. Hein. Ils ont bien saisi le message sous-jacent. C'était bien clair. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une société secrète. Ils ont créé des lieux pour eux, incartables, où les moldus ne peuvent pas aller, et où ils sont en sécurité. Ils ont disparu de la surface du globe. Bah, c'est un peu pareil avec les femmes. Les femmes qui ont été traitées de sorcières. Elles se sont fait discrètes. Elles sont disparues. On ne les a plus vues.
Et notamment, ces femmes, c'était qui? C'était pas des vraies sorcières, mais elles avaient quand même un pouvoir. C'était des femmes soignantes, des sages-femmes, des bonnes femmes, on appelait ça à l'époque. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, il y avait les médecins qui faisaient les 4 humeurs d'Hippocrate, là, donc en gros, ils vous saignaient, voilà, ça guérissait vachement bien. Et il y avait les bonnes femmes dans les campagnes, donc les médecins pour les riches, hein, et dans les campagnes, les bonnes femmes qui faisaient par tâtonnement, par recherche, erreur, ça ne marche pas, on arrête, on essaie autre chose, voilà. Plus proche de l'idée de la science qu'on a aujourd'hui. Donc, non seulement ils ont volé des femmes, mais ils ont aussi tué un savoir populaire, et ils ont aussi privé les campagnes de médecins, puisqu'ils n'avaient pas le droit aux médecins des villes. Ils avaient que les bonnes femmes, et là, plus de bonnes femmes. Parce que quel était l'état d'esprit de l'époque, avec la culture catholique majoritaire, mais protestante c'était pareil, c'est que si vous aviez une maladie, c'est parce que Dieu vous faisait expier vos péchés, et qu'il fallait mieux expier vos péchés de votre vivant que d'aller en enfer ensuite. Donc surtout, ne vous soignez pas. Donc ça, c'était réservé aux pauvres. Hein. Et donc les femmes sont... en fait, c'est pas les femmes pour le coup, c'est les hommes qui ont volé la place de médecin aux femmes. Ils ont pris la mainmise. Ils ont construit à partir du XVIIIe siècle, je vais boire un coup, ça ira bien. Ils ont construit des écoles de médecine réservées aux hommes. Et ça a perduré jusqu'en 1970, où, aux États-Unis à l'époque, 93% des médecins étaient des hommes, et où comment est-ce qu'on soignait le cancer du sein chez les femmes? Oui, tout à fait. On les endormait, on faisait une biopsie, et si jamais c'était cancéreux, ablation des 2 seins dans la foulée. Double mastectomie, sans les réveiller pour discuter avec elles de leur choix, quoi que ce soit. Et c'était la procédure à suivre, c'était systématique. Donc les femmes des années 70, pendant le mouvement de libération des femmes, elles se sont posé la question de pourquoi elles n'avaient aucun contrôle comme ça sur leur propre corps, pourquoi elles étaient si démunies par la médecine aux mains des hommes. Et elles sont allées voir et chercher l'histoire des sorcières. Ça, je l'ai trouvé dans un livre, traduit en français que en 2015, alors que c'est sorti en 1973 aux USA. Ça s'appelle « Sorcières, sages-femmes et infirmières ». Je vous recommande. Mais la médecine, c'est aussi la psychiatrie. Et la psychiatrie, ça aussi, c'était domaine réservé des hommes. Et les patients, c'était beaucoup des patientes. Ouais. Puis c'était bien pratique, parce qu'avec cette idée-là de l'hystérie qui a traversé les siècles, hystérie dont on sait aujourd'hui, hystérie qui vient de l'utérus, hein, donc que les femmes, hein, c'est bien pratique. Qu'on sait maintenant que c'est une maladie qui n'existe pas, mais en fait était qualifiée d'hystérique toute réaction d'une femme qui à un moment pétait les plombs. Sauf que j'ai envie de vous dire, vu comment elles vivaient à l'époque les femmes, c'était obligatoire qu'elles pètent les plombs. Je vous parle là de 1800 à 1900, à l'époque du Code Napoléon, tout ça. Elles étaient traitées comme des mineurs, enfin, elles portaient des corsets, elles n'avaient pas le droit de choisir où elles vivaient, elles n'avaient pas le droit sur leur argent, elles étaient violées, tapées par leur mari. Enfin, c'était insupportable. Il y avait un moment où il y en a une qui criait, quoi. Et hop là, à l'asile. Ou alors, elle lisait hystérie, elle faisait du cheval, hystérie. Elle faisait un truc que son mari ne trouvait pas correct, hystérie, hop, à l'asile. Et le mari se trouvait une autre femme plus soumise. D'autant plus qu'entre 1816 et 1884, ça fait un bail quand même, le divorce était interdit. Donc c'était bien pratique pour se débarrasser d'une femme. Donc la psychiatrie aux mains des hommes. Je vais quand même regarder mes fiches. La lobotomie. Ouais, non, je suis...
Alors il y a une autre théorie que cette hystérie-là. Il y a une théorie féministe. Cette théorie, c'est celle que je viens de vous dire à peu de choses près. C'est qu'en fait, les conditions de vie des femmes faisaient qu'elles avaient une souffrance psychique. Ce qui n'est pas pareil que d'avoir une maladie mentale. Qu'elles souffraient tellement qu'elles avaient, à un moment donné, une maladie psychique. Et encore aujourd'hui, dans ce monde où pour moi l'égalité n'est pas là, elles ont plus à être dépressives. En fait, les hommes sont 5 à 10% de la population. Les hommes font une dépression pathologique dans leur vie. Et les femmes, c'est 10 à 20% de la population des femmes qui font une dépression pathologique une fois dans leur vie. 2 fois plus. Et en fait, est-ce que ce ne serait pas le cas à cause de leurs conditions de vie de femmes dans un monde dominé par les hommes? Est-ce que ce ne serait pas le cas aussi parce que quand elles vont voir leur psychiatre et qu'elles leur disent qu'elles ne vont pas bien, qu'elles ont des problèmes, au lieu de leur demander si elles ont subi des violences sexuelles ou si elles sont tapées par leur conjoint, ils les cataloguent direct malades mentales. Ça, c'est la théorie développée par Louise Guyon, entre autres, une Canadienne qui a écrit en 1880, donc avec 2 autres autrices, le livre « On va te faire soigner, t'es malade ». Donc, elle dit très bien qu'il y a une violence de l'institution médicale et également une violence de l'institution judiciaire, puisqu'en fait on retirait encore à l'époque, et ça se fait toujours aujourd'hui dans l'Amérique du Sud, les enfants aux femmes malades mentales. On décrétait malade mentale. Et elles vont même plus loin, ces féministes. Elles disent qu'il n'y a pas de maladie mentale, que l'étiquette malade mentale en soi est une violence. Qu'il y a juste des gens différents, des femmes qui ont un comportement différent pour s'adapter à la vie qu'elles mènent. Elles développent, voilà, elles entendent des voix ou quoi. En fait, c'est juste une stratégie d'adaptation. Et c'est pas qu'il faudrait les soigner, c'est qu'il faudrait les accepter dans leurs différences. Ça, c'est aussi le courant de l'antipsychiatrie qui a débuté en 1970 en Occident et aussi donc en Amérique du Sud. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que moi, de mon vécu, les maladies mentales, elles existent et il faut se soigner. Mais je comprends que certaines personnes aient pensé ça quand on voit ce que ça a pu être et ce que parfois c'est encore la psychiatrie. Mais je voulais vous donner toutes les infos pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. En effet, la psychiatrie, on pense aux asiles de fous, quoi. On pense aux contentions, à lobotomie, on pense au gavage de médoc où on n'est plus soi-même, on pense à tout ça. Alors, l'asile de fous, j'ai testé. J'ai testé. Je vais vous faire le guide du routard de l'asile de fous. Alors, il y a 2 versions. Il y a la version, donc la version clinique et la version hôpital psychiatrique. Alors, la version clinique, vous arrivez, vous allez vous enregistrer à la réception avec un psychiatre et il vous demande comment vous allez. Ensuite, quelqu'un du corps soignant va vous montrer en haut d'un magnifique manoir avec un superbe escalier en bois votre chambre qui est plein sud, qui est blanche, immaculée, parfaite et individuelle, et à laquelle vous aurez accès dans la journée ainsi que la nuit. Bon, vaut mieux la nuit, mais dans la journée aussi c'est important. Ensuite, vous descendez au salon télé avec des canapés, des fauteuils, le salon tarot avec une table et des chaises, le salon, enfin bref, plein de salons. Ensuite, vous allez vous promener dans le grand parc à l'extérieur, comme vous voulez, toute la journée dans le parc. Et puis vous revenez le soir et on vous sert un délicieux repas, équilibré. Je vais même commencer à mincir. J'ai très vite pu sortir. Dans la journée, j'allais me balader. Oui, les gens en Asie, des fois, sortent. Attention. Et donc, j'ai pu aller sortir, etc. Ça s'est très bien passé. J'y suis allée, en fait, parce que moi, j'avais envie d'y aller. Je sentais cet état fébrile, là, de l'hypomaniaque, parce que moi, je suis bipolaire de type 2. Donc, en fait, je suis hypomaniaque. C'est des phases maniaques, mais pas très fortes, mais quand même maniaques. On se comprend. Et donc, j'étais bien, quoi. Ça m'a fait du bien. Je suis partie quand j'ai eu envie de partir. C'était top. Maintenant, allons voir
la phase, le guide du routard pour les hôpitaux psychiatriques. Alors, vous rentrez à l'hôpital psychiatrique, vous arrivez devant un bâtiment horrible des années 70, avec des murs jaunes pisse. Vous arrivez devant deux salles avec des tables et des chaises uniquement, et dans un coin une télé. Et en face de ces deux salles, une grande baie vitrée, avec derrière des soignants. On ne vous fait pas visiter la petite cour pour les fumeurs, c'est pas la peine. On ne vous montre pas votre chambre, mais quand vous y allez, c'est une chambre double. Il y a deux personnes, enfin vous et quelqu'un d'autre. Et surtout, quand on vous réveille le lendemain à 7 h du matin, qu'on vous oblige à prendre une douche, c'est dur quand on est déprimé, je vous dis. Ensuite, vous ne pouvez plus remonter dans votre chambre. Sauf que vous êtes gavé de médicaments, vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir. Et du coup, vous faites quoi? Le canapé? Il n'y a pas de canapé. Les chaises. Oui, on fait chaises, à côté les unes des autres. Et on s'allonge dessus. Il y en a qui prenaient la table. Bon, on était tous groggy. Et puis la bouffe. On en parle de la bouffe à l'hôpital ou quoi? J'ai même commencé à grossir là-bas, personne ne s'en a inquiété. Non mais c'est vrai. Il y a un moment, c'est un signe que j'allais pas bien, quoi. Bon, pour eux, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, moi, si je devais mettre des points au guide du routard, ça serait vite fait, bien fait. Sauf que ça me fait chier. Parce que là, je viens de casser le service public. Or, je suis pour un service public de qualité, pour que tous et toutes, on ait accès aux soins avec de la qualité, avec ce que j'ai eu aussi de l'art-thérapie, du sport, plein d'animations quand j'étais en clinique. L'autre, on se faisait tellement chier qu'on jouait au poker et ils nous ont enlevé le poker, quoi. Donc il y a un moment, est-ce qu'on veut vraiment une médecine comme ça de vitesse? Ou encore pire, est-ce qu'on veut que les cliniques qui sont privées, qui font du profit, fassent du profit sur la maladie, que ce soit mon argent ou l'argent de la sécurité sociale? Dans tous les cas, moi ça me débecte. Après, il y a un problème dans l'hôpital psychiatrique au niveau de la logistique, c'est qu'on était organisé par des gens qui viennent de la même zone géographique. Du coup, on avait tous des pathologies très différentes. Et moi, quand j'avais commencé à aller mieux, j'ai parlé avec un des gars et il m'a dit qu'il avait braqué une banque. Je ne me suis pas sentie en sécurité. Je sais que c'est normal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas aller en prison parce que ils ont besoin d'aller en hôpital psychiatrique, mais je veux dire, moi, je n'avais pas envie de me trouver en face de ce gars-là, quoi. Je suis pas venue là pour souffrir, ok? Pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça c'est un point très important. Si vous n'êtes jamais rentré, je vous ai fait ce petit débrief pour savoir comment ça se passe. Mais maintenant, on va arrêter de rigoler. Ouais, parce qu'on se marrait bien. C'est fun comme sujet. Mais maintenant, c'est fini. Je vous ai parlé de la lobotomie. Donc, enlever un morceau de cerveau. Ça s'est fait jusque dans les années 80. Et 84% des gens qui étaient lobotomisés, c'était des femmes. Je vous laisse deviner de quel sexe étaient les médecins. Je vous ai parlé de la clitoridectomie. Ouais, il n'y a pas qu'en Afrique qu'on fait ça. Hein. Chez nous aussi. Une femme qui est clitoridienne plutôt que vaginale, ah bah non, c'est pas normal. On va la faire devenir normale. Donc on lui coupe son clitoris. Hop là. Une femme qui est hystérique, bah oui, c'est à cause de son utérus. On lui enlève l'utérus. Non mais il y a un moment. Les pieds bandés là en Chine, aujourd'hui les talons, les seins repassés au Cameroun, les extensions mammaires là partout dans le monde. Même avec la pornographie, les gamines à 15 ans au Royaume-Uni qui veulent se refaire faire la vulve parce que c'est pas comme dans les pornos. Non mais il y a un moment, les régimes amaigrissants pour être toujours plus minces, pour s'empêcher de bouffer alors que les femmes viennent juste commencer à manger normalement comme les hommes. Avant, elles devaient attendre que le patriarche avait fini son assiette, jusque dans les années 50. Non mais il y a un moment, est-ce qu'on peut arrêter de vouloir dominer le corps des femmes comme ça pour une idée de la féminité pour les hommes?
C'est pas possible, moi mon corps il n'est pas en plastique. C'est pas une poupée à customiser, c'est pas de la pâte à modeler, d'accord? Je vous ai dit, c'est le coup de gueule. On va continuer dans la bonne ambiance. Parce que là, j'ai beaucoup parlé des folles, mais pas des fous. Et oui, ce soir, les hommes ne sont pas l'aune à laquelle on mesure le monde. Mais je vais en parler 5 minutes. Là aussi, il y a un double standard. C'est-à-dire, ça ne fait pas pareil de dire d'un homme qu'il est fou d'une femme qu'elle est folle. Ça n'a pas les mêmes effets, socialement. Je vais prendre le cas des hommes qui tuent leur femme, leur ex-femme. Il y en a un paquet. En France, aujourd'hui. Ces hommes-là, dans la presse, ils sont caractérisés par fous d'amour, fous de détresse. C'est un drame de la séparation. C'est un crime passionnel. C'est un double suicide. Il y en a un qui a tué l'autre qui s'est suicidé après, mais c'est un double suicide. C'est un drame familial. Bref, on dit de ces hommes qui sont fous, quoi. Ils sont fous, ils ont pété un câble, ils sont fous. Mais moi, je vais vous le dire, ils n'ont pas de maladie mentale, ces hommes. Quand ils sont jugés et reconnus coupables, ils vont en prison normale, ils ne vont pas en hôpital psychiatrique. Ils ne sont pas fous. Il faut arrêter de dire fou comme ça. Le nombre, c'est 123 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2016, chiffre du ministère de l'Intérieur. C'est 131 femmes en 2017, chiffre de la page Facebook qui comptabilise tous les articles de journaux de toute la France qui s'appelle « Féminicide par compagnon ou ex ». Et c'est toujours la même page, on en est à 50 à aujourd'hui, en 2018. Si vous vous abonnez à cette page Facebook, vous allez recevoir très souvent ces fameux articles grandiloquents sur la détresse de l'amour ou les problèmes d'argent de ces tueurs. Et vous allez vous rendre compte du message que véhicule la presse et aussi du nombre d'hommes qui tuent leurs femmes, parce que pour eux, elle leur appartient. Et ils ne supportent pas qu'elle les quitte. Donc c'est facile de dire à une femme battue, quitte ton conjoint, si on n'est pas là pour elle quand elle le quitte, et qu'ensuite il la percute et lui roule dessus en voiture, lui tire un coup de fusil. Sachant qu'il y a aussi des hommes qui passent à l'acte qui ne tapaient pas leur femme avant. Il ne faut pas amalgamer les deux. Et une femme folle. J'ai une copine qui est bipolaire, comme moi, qui a eu des problèmes avec son ex, il l'a tapée, elle est allée porter plainte. Dans la discussion, elle a dit aux policiers qu'elle souffrait de bipolarité. Ils lui ont dit, votre plainte, de toute façon, vous n'êtes rapadingue, on ne va pas voir ce que vous dites. Hein. Voilà quoi. Les hommes, ça les déresponsabilise, et les femmes, bah, ça les décrédibilise. Je vais quand même regarder mes notes. Alors on va continuer dans la bonne ambiance. Parce qu'effectivement, là je vous parlais d'un livre qui m'a foutu une claque, comme on dit. J'ai appris des trucs et des trucs que j'étais bien contente de ne pas savoir avant, donc bienvenue, ça va vous faire pareil. Ça s'appelle Un silence de morte, la violence masculine occultée. C'est de la sociologue Patricia Romito, une italienne. Et ça va être réédité là sous peu. J'ai appris dans ce livre qu'entre 1850 et 1900, il y avait deux tendances en France, deux façons de voir l'inceste. Parce que oui, nous allons parler d'inceste. Il y avait le courant de Tardieu, un médecin, qui avait fait une étude sur 10 ans et qui avait vu que 12 000 hommes condamnés pour viol, sur 12 000, il y en avait 9 000, c'était viol sur fillette. Et le courant de Brouardel, un autre médecin,
qui lui disait, en toute assurance, que 60 à 80% des fillettes qui disaient être victimes d'inceste mentaient, car elles étaient hystériques, ou alors leur mère était hystérique, ou bien elles avaient des hallucinations génitales, ou bien elles avaient le désir de sadique, enfin, c'est pas sadique, mais le désir malsain de vouloir être victime. Bref, elles mentaient, quoi. Donc les deux existaient. Il y a même une petite fille qui ne voulait pas arrêter de se taire en disant que son père l'avait violée. Bon, bah, ça a été simple, hein, à l'asile. Puis l'asile, à l'époque, on n'en sortait pas. C'était pas un lieu où on soignait. C'était un lieu pour mettre les fous à part. Il y avait 5% des gens qui sortaient de l'asile. Tous les autres, ils y étaient à vie. Donc aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais quand même, quelqu'un qui est interné n'a aucun droit. Peut être privé de téléphone, peut être en contention. Donc si vous avez un proche qui est interné, pour son bien, on l'entend, faites quand même très attention à dans quelles conditions il est, quoi. Inquiétez-vous de lui. Parce que même les soignants peuvent abuser de leur pouvoir. Il y a eu le cas de jeunes filles autistes qui ont été violées par un infirmier. Donc faites attention aux gens autour de vous qui sont internés. Donc Brouardel et Tardieu. Eh bien, il y a quelqu'un d'autre dans ces années-là. C'est Freud. Eh oui, Sigmund Freud. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais. Sigmund Freud, c'est le père de la psychanalyse. C'est quelqu'un qui a développé toutes des théories sur l'inconscient, etc., dont je vais très relativement parler, et qui est très reconnu et vénéré encore aujourd'hui, même s'il y a des gens qui essayent de le déboulonner. Donc Sigmund Freud, il a travaillé avec Charcot en France, donc il était au courant de ces deux courants de pensée, enfin deux façons de voir les choses. Lui, il écoutait ses patientes sur le divan, elles se confiaient, des fois la mémoire traumatique, ça leur revenait qu'elles avaient subi un viol étant enfant, elle leur disait, et lui, en les écoutant, il a développé une théorie qu'il a présentée en 1896 au Congrès des psychiatres de Vienne, une théorie qui disait que la souffrance psychique provenait d'un abus sexuel dans l'enfance. Ah bah, il y a eu un blanc. Il y a eu un froid glacial dans la salle. Et ensuite, il l'écrit dans une lettre, « Le vide se fait autour de moi. » Tous ses collègues le lâchent. Alors là, on est face à un cas de figure. Soit on fait comme Freud, soit on se bat. C'est-à-dire que Freud, il savait qu'il avait raison. Il faisait ça parce qu'il avait écouté ses patientes. Il avait une démarche scientifique. Il arrive dans une société qui nie l'inceste. Soit il pouvait se battre, bon peut-être qu'il n'aurait pas tout changé à lui tout seul, mais au moins il aurait été dans se battre pour la vérité. Soit, ce qu'il a fait, il a retourné sa veste pour la gloire et le succès qu'il a eu, et il a inventé des concepts qui permettent de justifier l'inceste, de le nier et de permettre aux pédocriminels de s'en tirer dans les tribunaux et dans l'opinion publique. Il a inventé le mythe de sa théorie là, sur l'Oedipe, comme quoi les petites filles veulent coucher avec leur père, les petits garçons veulent coucher avec leur mère, que les petites filles sont aguicheuses, sexuellement actives, enfin, et que aussi quand une femme adulte se souvient qu'elle a été abusée enfant, c'est un fantasme en fait. Elle ment. Et ça a réellement été utilisé dans les tribunaux, et ça l'est encore parfois aujourd'hui. C'est une arme pour les pédocriminels. Et je vais vous dire les chiffres. C'est une petite fille sur 6 et un petit garçon sur 10 qui est abusé sexuellement dans son enfance. Que ce soit par son père, son beau-père, son frère, son grand-père ou un ami de la famille. Et souvent, c'est plusieurs fois. Et après, on a quoi devant la justice? Des affaires Outreau. Je vous ai dit qu'il y aurait une bonne ambiance ce soir. Mais sans rire, je pense que vraiment, on est un peu tous dans le cas de Freud. C'est-à-dire, soit on ferme les yeux, parce que c'est tellement horrible qu'on n'a pas envie de voir, soit on affronte cette réalité et on essaye de faire quelque chose, au moins d'être attentif et attentive, au moins de croire les victimes quand elles nous disent qu'elles ont subi un viol, pas leur dire « mais non, tu mens », par réflexe. J'ai un truc avec Harry Potter, là, mais... excusez-moi, ça me fait de l'émotion aussi. Donc, oui.
Donc, c'est dur de voir le mal en face, et le mal dans les deux acceptions du sens, malheureusement. Et heureusement, il y a la fiction. Il y a les livres pour enfants, la jeunesse. Il y a Harry Potter. Mais Harry Potter lui-même, il se bat contre le mal. Il se bat contre le fameux Voldemort. Et en fait, il se bat à chaque tome, depuis ses 11 ans. Tous les ans, il se retrouve en tête à tête avec Voldemort, qui est un mage puissant, âgé, lui c'est un gamin. Et il le combat. Et il n'arrête pas tant qu'il ne l'a pas eu. Je veux dire, à la fin, il le vainc. Donc, je spoil la fin, mais ça finit bien, quoi. Harry Potter ne meurt pas, rassurez-vous. C'est un livre pour enfants, quand même. Hein. Donc, heureusement, Harry Potter gagne. Et quand il gagne, ben, moi, j'ai été triste, parce que ça fait 7 ans que je lisais les livres, un par an, en attendant la suite, désespérément. On a envie de continuer avec eux. Et là, ce soir, c'est pareil. Notre aventure de ce soir va bientôt se terminer. Mais j'espère que notre aventure collective ne fait que commencer. Et moi, je suis un petit peu comme Harry Potter, à mon niveau. Je veux dire, lui, il n'a pas choisi d'avoir cette marque au front. Il n'a pas choisi la prophétie qui le lie à Voldemort. Et pourtant, bah, c'est ce qu'il doit faire. Et il le combat. Et moi, c'est pareil. Je suis née femme, je suis née bipolaire, en tous les cas, je le suis devenue. Et c'est fait que je dois me battre contre ma maladie. Et je suis plus sensible aux injustices faites aux femmes et aux injustices faites aux malades mentaux. Et donc dans la vie, il n'y a pas de magie. Hein. Ça, vous le savez. Alors comment est-ce qu'on peut combattre le mal dans la vraie vie? Enfin, moi, j'ai une proposition pour vous ce soir. Voilà ce que moi je fais en tous les cas. J'ai rejoint un collectif féministe. Des collectifs féministes, il y en a plein. Il y en a peut-être à côté de chez vous. Vous pouvez vous renseigner, voir si ça vous parle, comme moi j'ai fait avec les différents féminismes, et lutter collectivement au sein d'un groupe féministe. Même les messieurs, la plupart des collectifs féministes sont mixtes. Pour commencer, si ça c'est trop, vous pouvez déjà recevoir une newsletter, une lettre par email, une fois par semaine, il n'y en aura pas plus, du groupe F. Moi, le groupe F, j'en fais partie. C'est mené par Caroline Dehaas, une féministe que je respecte beaucoup. Et elle a créé cette lettre hebdomadaire pour donner aux gens des informations sur les violences faites aux femmes et pour leur proposer une action toute simple, faisable, à faire avec, dans leur entourage, dans leur vie quotidienne. Donc si vous voulez, vous pouvez laisser votre email sur cette feuille et je vous inscrirai au groupe F. Comme ça, c'est fait. Ou bien, quand vous rentrez chez vous, vous allez sur leur site et c'est la première chose, ils vous demandent votre email si vous souhaitez devenir un peu une agente, quoi. Voilà, agir. Il y a quelque chose que j'aimerais dire aussi, c'est aux personnes bipolaires, prenez la parole. N'ayez pas honte de dire que vous êtes bipolaire, parce que c'est une maladie, il n'y a pas à en avoir honte. Quand on prend le temps, évidemment, d'expliquer aux gens, de déconstruire tous les préjugés qu'on a tous et que moi j'avais aussi sur la bipolarité. Et aux chercheurs et aux chercheuses, aux sociologues, je leur demande de faire des recherches à la manière de ce qu'ont fait les féministes sur la place de la maladie mentale dans notre société, la place des malades mentaux. Parce qu'en fait, c'est plus une place sociale qu'une place biologique. Mais ça, il faudrait faire des recherches d'un point de vue politique, comme le font les féministes. Et enfin, au public, comme vous ce soir, je vous remercie. Continuez d'écouter la parole de gens qui n'ont pas la parole. Et si vous voulez vous renseigner sur les maladies psychiques, il y a le très bon site psycom.org qui vous donnera plein d'infos. Et enfin, je vais vous laisser repartir chez vous. Ne vous ruez pas chez votre médecin, votre urologue, votre gynéco, pour vérifier si vous êtes devenu plus femme ou plus bipolaire. Je vous assure que non, ce n'est pas contagieux. Par contre, je vais aller chercher un chapeau, vous serez peut-être un peu plus pauvre. Merci beaucoup.